manière. Vladimir Poutine, on l'a entendu vendredi, a promis de répliquer contre les pays qui autoriseront l'usage de leurs armes sur le sol russe. Or, la France n'a pas fixé de ligne rouge pour ces scalps. C'est ce qu'a affirmé encore aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et même si les scalps n'ont, semble-t-il, pas encore été utilisés sur le sol russe par les Ukrainiens, eh bien pour les Russes, c'est comme si c'était fait. Regardez ce qu'a dit le représentant de la Russie auprès des institutions, des organisations internationales installées à Vienne. Il s'appelle Mikhail Ulyanov. Voilà sa déclaration à un média. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'aider l'Ukraine à utiliser des missiles de haute précision et ils devront payer pour cela. Moscou, dit-il, répondra aux frappes de missiles contre la Russie. Bon, Vladimir Poutine l'avait déjà dit vendredi, on s'en souvient. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autoriseront l'utilisation des leurs contre les nôtres. Ce sont ces mots très précisément. Est-ce que la France est une cible pour Poutine? Et comment? On va en parler avec vous dans un instant, mais tout d'abord avec vous, Kadi. On va tenter de comprendre à quoi pourrait ressembler cette réplique, cette riposte de la Russie. Quelles pourraient être ces cibles françaises que viserait le Kremlin? Alors, si on occulte évidemment la guerre hybride, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau ensemble, la logique veut qu'on se penche sur les forces françaises. Et là, ce sont des cibles potentielles, il faut le dire. C'est un constat. En l'occurrence, les soldats français, cette fois-ci, on va s'intéresser à ces soldats français déployés en Europe. Plusieurs missions sont en cours. On appelle ça les OPEX. Regardez. Et il y en a quelques-unes en Europe, principalement pour l'armée de terre. Alors, petit état des lieux, on va faire une mise au point. Les soldats français sont actuellement mobilisés pour la mission Aigle, l'opération Aigle, depuis le 28 février 2022, 4 jours seulement après l'invasion russe de l'Ukraine, avec ce bataillon fer de lance de la force française de réaction, la force de réaction rapide de l'OTAN. 4 jours donc après l'invasion de l'Ukraine, ils sont 1000 soldats français, dont 700 de l'armée de terre. Écoutez justement ce témoignage de ce colonel mobilisé en Roumanie au tout premier jour de l'invasion russe. L'intérêt, c'est que ce dispositif donc, qui est présent vraiment sur tout le flanc est, de la mer Baltique jusqu'en Méditerranée, par des moyens terrestres, des moyens aériens et des moyens maritimes. On a besoin de continuer à s'entraîner et donc c'est ce qu'on fait là. On a besoin pour être crédible. Pour être crédible, bien sûr, il faut se montrer, mais il faut être cohérent. Il faut avoir eu un entraînement ensemble. Il faut le montrer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est le contingent qui était mobilisé donc en Roumanie. En Estonie également, la France est mobilisée avec ses alliés européens. Cette fois-ci, on parle de l'opération Lynx. Là aussi, des soldats mobilisés. Ils sont 300 actuellement. L'armée de terre qui est mobilisée donc par un sous-groupement d'infanterie sur véhicules blindés Griffon, renforcé d'un peloton de blindés légers, avec le renfort aussi de canons César. Autre contingent, cette fois sur une autre opération, l'opération Euphor Althea. Là, ici, ils sont 27. On est en Bosnie-Herzégovine. La France, donc, qui participe à cette opération. Il s'agit plutôt de veille opérationnelle, de maintien de la sécurité dans le pays. Et ils sont donc, je vous le disais, une petite vingtaine de soldats, Florence. Et la présence française qu'a dit, elle s'étend aussi en dehors des pays de l'OTAN. Oui, effectivement. Ce n'est pas parce qu'ils sont hors dehors de l'Europe qu'ils sont pour autant protégés. Ce sont des cibles tout autant en Afrique qu'au Proche-Orient. D'autant, vous le voyez sur cette carte, que la Russie accroît sa présence en Afrique et sa propagande également sur le continent. 1000 soldats français sont présents au Tchad, base militaire permanente également, que ce soit au Sénégal, à Djibouti ou encore en Côte d'Ivoire. Des éléments français également mobilisés au Gabon. Et puis il y a aussi l'opération Chamal, qu'on n'oublie pas, qui soutient les forces armées irakiennes, cette fois celles qui sont engagées contre Daesh. Et puis on en a parlé récemment, la FINUL, la force française qui est intérimaire des Nations Unies au Liban, à laquelle participent également les soldats français. Beaucoup de déploiements pour nos soldats français. On pourrait rajouter d'ailleurs aussi dans le Pacifique, puisqu'il y a Nouméa et la Polynésie, où il y a quand même à la fois des intérêts et des forces, donc il y a beaucoup de monde. Et puis bien sûr la Réunion, parce que vous ne l'avez pas cité. Oui, on n'a pas pris les dom-toms. Mais... Donc vous voyez qu'on a énormément de cibles potentielles. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, ces soldats français... La première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est important, c'est même déterminant souvent, c'est de ne pas avoir peur. Une fois qu'on a dit ça, il faut être à la fois vigilant. Alors ça, il y a des services pour ça. Et puis, il faut être... si j'ose dire en garde, c'est-à-dire avoir des capacités pour montrer à l'autre qu'on ne se fait pas influencer et qu'on est capable de donner des coups. Alors c'est vrai que plus on a un dispositif dans le monde, plus on est exposé. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Les Américains sont la première nation du monde à avoir un dispositif aussi large, donc ils sont aussi largement exposés. Mais vous y croyez, Moscou pourrait aller jusque-là pour répliquer à des tirs de scalp sur le sol russe? Il ne va pas le faire parce que, comme on le dit, ces préliminaires se font couche après couche. Donc,
ni les uns ni les autres n'ont envie d'un embrasement généralisé, bien entendu. Donc il peut y avoir des messages qui sont envoyés. Il y a des échanges de messages aussi dans les deux sens. L'autorisation de tir des attaques MS, c'est un message. Le tir du missile russe sur Dnipro aussi est un message. Donc il y a un certain nombre qui sont pas déterminants sur le champ de bataille pour le moment. Hein. Oui, Bélir. Oui, juste pour dire que la carte est très intéressante parce qu'elle vient aussi étayer le discours de Vladimir Poutine qui a affiché, alors pas forcément sa volonté, mais ce qu'il relevait de son point de vue d'un constat, à savoir que cette guerre serait mondiale, qu'elle est en train de prendre une dimension mondiale. Et deuxième élément, le fait que la France soit une cible, ça s'est déjà matérialisé à travers la guerre hybride que mènent les Russes contre les intérêts français en Afrique. Et ça, pour le coup, ça s'inscrit dans un temps long, je dirais même, qui dépasse le conflit en Ukraine. Et donc, il y a un vrai antagonisme entre la France et la Russie maintenant, et qui dépasse le conflit en Ukraine. La question est de savoir comment ça pourrait se matérialiser. Je rejoins le général, je ne vois pas une agression pourtant, physique. C'est ce dont Vladimir Poutine parle. Si on peut peut-être revoir ces mots, pardonnez-moi, Marc. Nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui laissent l'Ukraine tirer avec leurs armes sur notre sol. Ça veut dire une réponse symétrique, ça veut dire vous détruisez mon centre de commandement dans la région de Koursk, j'irai détruire un de vos centres de commandement. C'est de ça dont il s'agit. Oui, ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans et demi qu'on parle des lignes rouges, mais globalement, elles ont été pulvérisées. Mais ce qui est très frappant, c'est à quel point la France, depuis le tournant de Bratislava, où Emmanuel Macron a décidé de s'engager à fond pour le soutien à l'Ukraine, il y a 2 ans, est un des pays les plus vocaux dans cette guerre, et en même temps, c'est un des pays qui prépare le moins son opinion publique à des attaques russes. Vous regardez aujourd'hui la Suède ou la Finlande, même l'Allemagne, on prépare les gens à l'idée que la Russie nous a déclaré la guerre, qu'il est possible qu'il se passe des choses. En Suède, vous avez régulièrement à la télévision des appels, voilà ce qu'il faut préparer dans un sac de première urgence, avec de l'eau, machin, vos papiers, du liquide, parce que les banques risquent d'être attendez, de j'essaye de comprendre. Vous nous dites que la solution non, mais c'est pas la solution, mais c'est que ce qui est frappant, c'est à quel point, au niveau officiel, on ne prépare pas l'opinion française à la possibilité qu'il y ait des attaques hybrides, qu'il y ait une dégradation de la situation, c'est-à-dire que la Russie nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas une guerre où ils vont lancer des missiles pour raser Paris, mais c'est une guerre qui peut prendre de multiples formes. Oui. C'est ce que le chef d'état-major, par exemple, n'arrête pas de dire. Thierry Burkhardt, la guerre avant la guerre, se préparer à l'avant la guerre, etc. Mais à quel point le discours public ne le fait pas. Emmanuel Macron a dit à propos du Covid, nous sommes en guerre. Il l'a jamais dit à propos de l'Ukraine. Il a dit la Russie n'est pas notre ennemi. Mais le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, disait il y a quelques jours que l'une des plus grandes difficultés de son métier aujourd'hui était de réussir à informer le pouvoir politique sans créer de panique. Mais que c'est vraiment l'objectif en ce moment, c'est-à-dire d'essayer de faire monter d'un cran à la fois la population en l'avertissant et un certain nombre de décideurs politiques sans céder à la panique, parce qu'il ne faut absolument pas répondre à Poutine par la panique. Mais la réalité, c'est que, qu'a dit, vous montriez les forces françaises en Afrique, par exemple. Cette guerre, elle a commencé de manière informationnelle, par exemple. C'est-à-dire que des rumeurs, des ragots qui circulent sur des réseaux sociaux, sur des chaînes étrangères. La puissance de la Russie aujourd'hui, elle se passe aussi dans le domaine informationnel et dans le domaine des réseaux sociaux pour déstabiliser et créer des conditions. Bien sûr il est peu probable que les Russes attaquent une base française en Afrique. Mais si cette base est attaquée par d'autres que les Russes, qui ont été instrumentalisés par des médias russes ou proches des Russes dans ces pays-là. Hélène Blanc, on le dit souvent, il y a beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies sans qu'on ait vraiment la réaction qui avait été promise par le Kremlin. Là, c'est une ligne rouge qui n'est pas comme les autres. Ce sont des frappes d'armes occidentales.
Vladimir Poutine le dit lui-même, hein, on sait comment ça fonctionne. Ces frappes, elles sont gérées en partie, dit-il, lui, depuis les pays occidentaux. Il nous implique directement dans ces frappes. Oui, mais la plus grosse ligne rouge, c'est sa frontière qui a été franchie. Oui. Là, quand il a laissé rentrer les troupes ukrainiennes, alors, la question les troupes ukrainiennes sont rentrées en Russie, oui. C'est une vraie ligne. C'est oui. Là, elle est matérialisée sur le terrain. Les autres lignes rouges, c'est tout à fait... Est-ce qu'on a tort de croire que Vladimir Poutine ne mettra pas ses menaces à exécution, en tout cas pas aussi directement qu'il le dit? C'est toute la question. Est-ce que c'est comme d'habitude rhétorique ou est-ce qu'un jour ou l'autre, il va finir par le faire? Parce qu'il nous menace quand même de beaucoup de choses depuis bientôt 3 ans. Mm-hmm. Et pour l'instant, disons que les dégâts sont limités. Mais je l'ai dit tout à l'heure, la France est pour eux une cible prioritaire depuis 2017. Depuis que Macron a reçu Poutine en grande pompe à Versailles et que à la fin, quand ils ont fait leur conférence de presse, il a dit devant Poutine à une journaliste russe qui lui posait la question, une journaliste de Russia Today, elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas accès à son QG. Il lui a dit mais parce que vous n'êtes pas un organe de presse. Vous faites de la désinformation, de la propagande. Enfin, il a fait une bonne réponse bien sentie. On s'en souvient, Poutine n'a rien dit, il était à côté. Il a serré les mâchoires, il n'a rien dit, mais il a été humilié comme jamais, parce que Russia Today, c'est le Kremlin lui-même qui finançait Russia Today, donc il avait quand même, c'était proche de lui. Pour vous, c'est un événement si considérable que ça? Je pense que à partir de là, contrairement à ce que pensait Macron, qu'il allait devenir très copain avec Poutine, comme il l'a fait d'ailleurs avec Trump, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Je pense que lui, il a une rancune très longue. Vous savez, le KGB a une longue mémoire, c'est ce qu'on dit toujours. Et je crois que c'est un des éléments qui a fait que ensuite il y a eu les déclarations d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie, etc. Ça allait bien. Mais à partir Sauf qu'il l'avait déjà humilié, c'est ce que vous nous dites en réalité. En tout cas, il avait humilié Poutine personnellement, pas forcément la Russie. Oui. Mais à partir du moment où Macron a commencé à faire des phrases il a changé d'avis apparemment, et il a commencé à répondre à la Russie sur le même ton. Et là, c'était fini. Il ne supporte pas que quelqu'un lui résiste. Vous comprenez? Même si c'est un petit pays comme la France par rapport à la Russie, et en même temps, nous avons quand même le nucléaire, donc il faut faire attention. Oui, Bélia. Et justement, du point de vue de la guerre informationnelle, elle a porté ses fruits en Afrique. Je veux dire par là que la régression de l'influence française en Afrique subsaharienne, au Mali, au Burkina, etc., c'est pas fortuit. C'est un travail de sape qu'a réalisé finalement la Russie et qui a porté ses fruits. Et là, je pense qu'on n'a pas assez pris de recul sur cette forme de défaite immatérielle, parce que c'est une défaite du point de vue de la guerre hybride. Et on n'a pas, de mon point de vue, pour l'instant, on n'est pas au niveau. On n'a pas répondu à cette agression, à cette stratégie. Parce que nous ne savons pas anticiper. Oui, ça renvoie à nos échanges. C'est une manière de dire que c'est pas seulement, ça n'intéresse pas notre avenir. C'est déjà ancré dans l'histoire récente. Surtout, le problème aujourd'hui, c'est quelque part la faiblesse de Poutine. C'est-à-dire, on ne peut pas régulièrement poser des lignes rouges de façon rhétorique sans, à un moment, devoir quand même réagir. Alors, au moment de l'incursion dans la zone de Koursk, quelque part, il a contourné le problème en disant opération antiterroriste. Ce n'est pas, on fait comme si ce n'était pas une invasion ukrainienne. C'est des terroristes qui attaquent, donc nous on répond avec les gardes frontières, le FSB, comme si c'était une attaque terroriste. Mais à partir d'un certain seuil, dans la logique même de la préparation d'éventuelles discussions après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, il est obligé de retrouver une crédibilité. Parce que sinon, à la fin, tout le monde rit. Oui, pour la énième fois, il avait dit, si vous touchez au pont de Kerch, ça va être l'apocalypse, etc., etc. Il ne s'est jamais rien passé. D'où ce tir de missile jeudi, mais ça, c'était pas encore la réponse. 12 tirs de missile. Alors, est-ce que ça sera suffisant? Peut-être, je ne sais pas. Mais le risque est là, que dans ces 2 mois qui précèdent donc le changement de garde à la Maison-Blanche, on soit dans un moment extrêmement dangereux.